Bonjour à toutes et à tous, merci à vous de nous rejoindre dans notre émission Ensemble c'est mieux. Ce matin, on s'arrête sur la situation des artisans d'art face aux fermetures de salons spécialisés ou annulations d'expositions. Ces professionnels sont privés de leurs débouchés habituels. Comment la filière s'organise pour rebondir malgré le contexte Covid-19? On en parle dans quelques minutes avec mes invités. Mais d'abord, on part retrouver Evan. Quel est ton programme ce matin? Salut Anne Fantet et bonjour à tous. Ce matin, je suis à Quimper pour vous parler du chanvre. Alors, c'est une plante qui fait couler beaucoup d'encre et vous allez voir que c'est peut-être la plante de l'avenir. Pour ça, on va en parler avec Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, tu es président, fondateur de l'association Bretagne Chanvre Développement. Tu crois dur comme fer au bienfait du chanvre. Mais ma grand-mère nous regarde, rassure-moi, on ne va pas parler de drogue aujourd'hui. On ne va pas parler de drogue. La partie drogue, c'est un tout petit morceau de la plante, une petite molécule seulement dont on ne va pas effleurer aujourd'hui les effets. Mais donc, la plante de chanvre, qu'on a d'ailleurs au-dessus de nos têtes, est-ce que tu peux déjà peut-être nous la présenter un petit peu? Combien de temps elle met à pousser? Eh bien oui, parce que le chanvre, c'est un mot, c'est une feuille, mais c'est aussi une plante dans son entièreté. Ici, regarde. Ah, il y a une sacrée racine. On a une racine pivotante qui décompacte le sol. Regarde la taille du tronc. Ouais. Tout ça en 4 mois. 4 mois. Ça monte jusqu'à 4 mètres. Ça fait une tige pour les copeaux pour l'isolation, de la fibre pour le textile, des sommités fleuries pour des tisanes et pour des médicaments, et également de la graine pour faire de l'alimentaire. Alors justement, tu nous as préparé tout un panel hyper large d'utilisation possible du chanvre. Ce sont des produits que vous développez dans ton association. Exactement. Depuis 20 ans, on a mis au point, développé des nouvelles techniques pour récolter, pour transformer du chanvre en alimentaire notamment, et également en plasturgie. Donc c'est la plante de l'avenir un peu. C'est la plante de l'avenir. Si on considère que le plastique issu du pétrole peut être remplacé par de la plasturgie végétale à base de chanvre, tout le plastique que vous regardez autour de vous dans votre salon aujourd'hui peut être fait en chanvre et peut être réintégré par le vivant. Donc oui, c'est une plante Tu es en d'avenir. train de me dire que ce surf pourrait être fait en chanvre? Ce surf est fait en tissu de chanvre. Il est fait en tissu de chanvre. Il est fait en Ah oui. tissu de chanvre avec une résine biosourcée. Et ensuite, on va inventer de la mousse expansive de chanvre. Mais ça, c'est pour l'avenir. Voilà. Et est-ce que la Bretagne, on est un territoire qui est fertile pour le chanvre? La Bretagne était la plus grande région productrice de chanvre en 1850. Pourquoi aujourd'hui on est un petit peu à la traîne? Bah oui, pourquoi? D'accord. Des raisons. Voilà. Mais aujourd'hui, pour faire du fil de chanvre, qui est l'avenir, pour faire des tissus, pour faire du tricotage de chanvre, il faut avoir les conditions climatiques qui n'ont pas trop changé depuis l'époque. Donc, Et c'est en Bretagne où on a la bonne humidité, la bonne température et les bons sols pour faire le meilleur fil de chanvre au monde que nous enviaient les Anglais notamment. donc la Bretagne peut être centre du monde quand le chanvre se sera développé partout. Je pense sincèrement qu'avec le développement de la plasturgie et du textile, la Bretagne va être à nouveau le centre chanvrier de l'Europe. Bon, eh ben, ça promet. En tout cas, c'est une plante d'avenir, on a bien compris. Restez bien avec nous. On va rentrer dans le détail de toutes ces utilisations possibles du chanvre et peut-être même goûter ces cookies au chanvre qui sentent très bon. Allez. On peut associer la tisane de chanvre Ah bah avec voilà, le petit une cookie petite tisane de pour le cookies. 4 heures. Voilà, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Des cookies au chanvre. À tout à l'heure, Eva. Notre dossier du jour est consacré aux artisans d'art. Période évidemment compliquée pour ces professionnels. Comment vendre et se faire connaître quand on est privé de salon? La réponse en chiffres et en images. T'arrives à vendre tes céramiques? Sans les salons pro, c'est difficile. Modistes, verriers, fabricants de luminaires ou de papier peint, maroquiniers, artisans du jouet, ferronniers, céramistes. On recense 281 métiers d'art en France pour 38 000 entreprises, 60 000 emplois et 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une partie des artisans d'art tirent leurs revenus de leur atelier boutique et de commandes directes, mais 65% d'entre eux dépendent des marchés et des salons. Or, depuis mars 2020, 270 salons ou événements professionnels ont été annulés sur les 300 principaux du secteur aux 4 coins de la France.
les artisans d'art se trouvent privés de leur principal débouché et de leur outil de prospection le plus efficace, notamment pour la clientèle internationale. Malgré tout, un certain nombre d'événements se sont tenus sur Internet, ce qui a permis de maintenir un lien entre professionnels et conserver une visibilité. La solution passe par la digitalisation de l'activité. Beaucoup d'artisans d'art rivalisent de créativité pour communiquer sur la toile et les réseaux sociaux. Artisans d'art, pas facile de rester dans les radars. Et on continue à en parler avec nos invités. On aime bien les jeux de mots dans cette émission. Laure de la Vallée, alors vous êtes créatrice de sacs et accessoires colorés, fondatrice de Sac Color. C'est ça. Véronique Martin, vous êtes sculptrice d'art religieux et présidente de l'association du Centre des métiers d'art de Rennes. Et Isabelle Clément, vous êtes élue à la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat et tapissier d'ameublement. Et avec vous, Laure Guéroux, on reviendra sur votre projet Patient en réseau dans le cadre de Mars Bleu, un mois dédié à la sensibilisation au dépistage contre le cancer colorectal. Bonjour à toutes. Alors comme beaucoup, le Covid-19 bouscule profondément vos activités et vos vies. Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien pour chacune d'entre vous dans votre activité? Véronique Martin. Le plus dur, c'est de rester en contact, d'essayer de rester en contact avec nos clients malgré tout. Et puis de garder la motivation pour créer, pour produire, sans savoir ce qui va se passer demain. C'est difficile de créer dans ce contexte, Isabelle Clément? Alors moi, je travaille essentiellement en prestation de services. Donc, c'est que j'ai déjà rencontré mes clients, j'ai fait des devis. Donc, moi, je ne suis pas sur une même démarche de création. Mais par contre, l'actualité bouscule quand même la logistique et l'organisation au quotidien de l'atelier, de la relation clientèle et de la relation avec les fournisseurs. Laure de la Vallée, qu'est-ce qui est compliqué pour vous au quotidien finalement? Oui, c'est ça, c'est la créativité, effectivement. On passe un peu par un ascenseur émotionnel où on se dit, est-ce qu'il va y avoir ce salon va avoir lieu ou pas? Donc c'est pas évident, effectivement, de se projeter et de produire, pas faire de surstock. Et vous vous souvenez du nombre de salons que vous avez couverts en 2020? Ça se compte sur les doigts d'une main, j'imagine, à peine? Même pas. Même pas? Salon, non, salon, il n'y en a pas eu. Ouais. Non, au centre artisanal des métiers d'art, nous avons réussi à faire les journées du patrimoine et à organiser un petit salon fin décembre. Mais sinon, tout a été annulé. Et habituellement, vous couvrez combien de salons à peu près dans une année, disons, normale? Moi, j'en fais à peu près 6. Je dirais 3-4. Mais qui reste essentiel? Oui. Malgré tout. Oui, tout à fait. Mais je pense que vous êtes dans des corps de métier où vous avez une période de création et ensuite de vente. Oui, donc, si vous ne pouvez pas vendre vos créations et au moins vous projeter, c'est ce qu'on peut déplorer le plus, c'est qu'on ne peut pas se projeter dans le temps, de se dire est-ce que je ne vais pas pouvoir vendre dans 6 mois ou dans 1 mois ou dans la semaine prochaine et qu'est-ce que je fais l'année suivante? Est-ce que j'investis ou pas dans le digital? Parce que la création d'un site internet, c'est un coût aujourd'hui. C'est aussi une autre façon de faire une autre boutique. Ouais. C'est à entretenir. On va y revenir sur cette question de la digitalisation. En octobre 2020, la Chambre régionale recensait 3 980 artisans en Bretagne. Quels sont les métiers d'abord qui sont les plus représentés dans notre territoire? Alors les plus représentés, ça va être l'ameublement. Et surtout les bijoux fantaisie, en fait, beaucoup. Sachant que la majorité des entreprises sont en micro-entreprises. Donc, c'est vraiment des petites cellules unilatérales. Il n'y a qu'une personne, très féminine. C'est très féminisé. Et il y a aussi tout ce qui est de la mode et l'accessoire. D'accord. Voilà. Et l'ameublement avec la rénovation de mobilier. A-t-on une idée des professions qui sont les plus touchées? Alors, je voulais juste revenir parce que dans le cadre des métiers d'art, il y a 3 statuts. Il y a la chambre de métier, effectivement, mais il y a là aussi la maison des artistes et les professions libérales. Donc, à Atelier d'art de France, par exemple, nous remarquons qu'il y a à peu près un tiers de chaque statut. D'accord. Et donc, alors, chez nous, Atelier d'art de France, les plus représentés, ce sont les céramistes. Les céramistes, d'accord. Donc, c'est vraiment très, très large, la palette des artisans en France. Est-ce qu'on a une idée des professions qui sont les plus touchées par la crise? La fabrication, la création, puis la fabrication. Les prestations de services, c'est
quand même différent, comme disait Je pense Isabelle. que tous ceux qui font des pièces uniques ou des petites séries et qui ensuite profitent des marchés artisanaux, et puis des salons sont les plus impactés. Et puis des commerçants. Moi, je travaille avec un certain nombre de boutiques qui ne voient pas l'avenir s'éclaircir et donc ils n'achètent pas. Par précaution, ils achètent beaucoup moins. Ou ils sont fermés. Parce que tous les grands sites sont fermés. En tant que tapissier d'ameublement, Isabelle Clément, est-ce que votre carnet de commandes, il se remplit quand même? Il se remplit comment? Il se remplit énormément. Ouais, d'accord. Vous faites partie des privilégiés, disons, dans le oui, secteur. j'avoue que les gens se sont retrouvés dans leurs habitats. Donc, ils ont eu sous leurs yeux les choses qui les embêtaient, les rideaux, les fauteuils. Voilà, ils ont mis en avant des projets pour pouvoir... d'aménagement intérieur. Voilà, d'aménagement intérieur. Après, moi, je suis installée depuis 2006, donc vous bénéficiez aussi une clientèle, d'un réseau, une clientèle qui aide. C'est en revanche plus compliqué pour vous, Véronique Martin. Quels sont les obstacles auxquels vous faites face? Alors, les grands obstacles, c'est de ne pas pouvoir avoir de contact avec mes clients. Et puis, bon, je travaille quand même avec un certain nombre de boutiques. Et là, pas de touristes. Les sculptrices d'art, elles fabriquent quoi? Qu'est-ce qu'elles créent? Je travaille beaucoup dans le domaine de l'art sacré. D'accord. Et puis, sinon, de la création contemporaine. Donc, vous faites des petites séries, c'est ça? Je fais des petites séries, mais je fais aussi beaucoup de pièces uniques. Parce que je travaille, je recompose du granit, la perle de granit blanc, mais je travaille aussi en céramique. Okay. Alors, Laure de la Vallée, vous avez démarré votre activité en avril 2019. La crise du Covid arrive. Ouais. C'est un grand coup dur, j'imagine, après seulement 2 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on se dit en mars 2020 quand on voit arriver cette tornade sanitaire? Je pense un peu comme tout le monde, mais que se passe-t-il? Après, c'est un frein, effectivement. Moi, sur les créations que je peux faire, c'est vrai que on en discutait un peu tout à l'heure, je peux essayer de m'adapter sur des plus petits marchés sans que ce soit forcément des salons d'art. Donc, il y a eu quand même des marchés cet été avec quelques touristes français. Donc, voilà, on peut encore sortir un peu. À limiter la casse, disons. Voilà, oui, c'est ça. Je pense que j'avais des objectifs sur 2020, effectivement, que je n'ai pas tenus. J'ai quand même eu un chiffre d'affaires qui a augmenté, donc je ne peux pas me plaindre. Après, oui, c'est sûr que rencontrer ses clients, c'est quand même beaucoup mieux. Puis on a besoin de toucher, de se rendre compte. Et comment en êtes-vous venu à vous plonger dans l'artisanat après une vie dans la biologie? C'est le grand écart. Oui, complètement. Après, moi, je vois ça un peu en chef de projet, pareil, que ce soit biologie ou couture, pour moi, ou maroquinerie, c'est la même chose. C'est une passion que j'avais, toute petite, c'était ma mère qui faisait nos costumes de danse, puis de tout le quartier, voilà. Donc c'est vraiment une passion que j'ai eu envie de faire, et puis j'ai commencé à faire pour les copines, et puis au fur et à mesure, j'ai aimé, j'aime bien chercher des nouveaux modèles, voilà, donc... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette crise oblige tous les artisans à s'adapter. On va écouter à ce propos le témoignage de Lia Lipsa. Pour sauver mon emploi pendant cette crise qui n'en finit pas, j'ai eu l'idée d'ouvrir mon garage tous les week-ends au public. Et j'ai transformé ce lieu dans une boutique, un atelier boutique qui a plutôt bien marché. L'accueil a été assez positif. J'ai eu beaucoup de visites, des ventes, des nouveaux clients. C'était plutôt positif. Ça m'a donné envie, très envie de continuer l'aventure et donc chercher des financements pour transformer le lieu, pour le rendre plus accueillant et le transformer en une vraie boutique. Ça a fait preuve d'inventivité. Qu'avez-vous opéré comme changement par rapport à ce que vous faisiez avant le Covid ? Véronique Martin ? Au Centre des métiers d'art, on a essayé d'ouvrir plus, de créer des petits événements, de faire des portes ouvertes pour pouvoir garder le lien avec le public. On invite d'autres artisans d'art, ce qui fait qu'on élargit le cercle et le public est ravi de nous rendre visite, d'acheter, de découvrir d'autres personnes. Et puis on a aussi, on se rend compte que il va falloir qu'on fasse des petits événements de plus en plus. Il va falloir constamment s'adapter. Laure de la Vallée, comment on fait preuve de créativité, d'inventivité, en plus
de la création de vos sacs? En plus de la création, ça va être de se regrouper, par exemple, avec d'autres créatrices pour faire des boutiques éphémères, faire jouer un peu son réseau, essayer de discuter de droite, de gauche, pour effectivement pouvoir exposer un petit peu. Isabelle Clément, je m'adresse à l'élu. Quels sont les chantiers prioritaires pour vous en ce contexte de Covid-19? Comment on accompagne les artisans? Alors très vite, la Chambre de métier a mis en place un catalogue de formation, de formation au numérique et à la boutique en ligne, au click and collect, à savoir se faire par rapport aux réseaux sociaux aussi, comment communiquer sur les réseaux sociaux. Sur la photo aussi, pour mettre en valeur ses produits. Mettre en valeur, en étant sensible, parce que les photographes n'ont pas envie qu'on prenne non plus, qu'on fasse leur travail. Donc, il faut réussir à trouver le... Mais moi, c'est un conseil que je donnerais à mes collègues, c'est surtout restez pas isolés. Et si vous êtes en manque d'idées ou en manque de réseau, allez vers la chambre de métier, parce qu'ils ont le potentiel pour pouvoir vous soutenir, vous accompagner, vous aider à rencontrer d'autres collègues. Et, vous parliez tout à l'heure de vous ouvrir, du collectif. Il y a vraiment une solidarité? Oui, alors au niveau solidarité, alors l'Atelier d'Art de France, parce que la Chambre des métiers prend soin de... C'est institutionnel. Voilà, exactement. Et du coup, Atelier d'Art de France fait la même chose pour les personnes qui ne sont pas en chambre de métier. Et on a aussi Atelier d'Art de France, un fonds de solidarité pour ceux qui sont vraiment... Et vous me disiez aussi que c'est un service qui s'appuie davantage, qui appuie la démarche des jeunes. Est-ce que ça, c'est important pour vous? Oui, parce qu'il y a des concours organisés par Atelier d'Art de France pour donner un coup de pouce et dévoiler les futures belles plantes de nos métiers. Donc voilà, il y a des concours d'organiser, c'est dynamique. Alors on parle beaucoup de la digitalisation des activités depuis tout à l'heure. Un de nos téléspectateurs a d'ailleurs une question pour nous à ce propos. On écoute Guillaume. Suite aux mesures sanitaires, on a dû fermer très, très rapidement, parce que j'ai ouvert le 3 septembre. Et pour ça, du coup, j'ai fait appel à des amis pour s'occuper de la communication et se faire connaître sur Internet. Et à force, en fait, on s'est posé une question, c'est que de ne pas repasser par les réseaux sociaux, faire toute la vente par Internet, est-ce qu'il est encore intéressant pour les artisans de rester dans le centre-ville? Isabelle Clément, est-ce qu'il est intéressant de rester en centre-ville quand on voit l'essor de la question du centre-ville, c'est une question que je rapprocherai auprès de nos élus territoriaux. C'est messieurs, mesdames les maires, si vous voulez que vos centres-villes soient vivants et multi-activités. Il faut absolument soutenir les pas de porte des petites structures qui font de grandes choses. Et donc, oui, il faut les soutenir. Lorient a démarré une démarche en ce sens. Donc, voilà, il y a des choses à faire, il y a de l'innovation à trouver aussi de ce côté-là et de la créativité de la part de nos élus aussi. Et finalement, c'est quoi la limite de la digitalisation? Est-ce qu'on peut tous se digitaliser, tous les artisans d'art, lors de la vallée? Moi, je dirais, je sais pas, le contact humain, ça reste quand même primordial. D'échanger avec clients ou pas clients d'ailleurs. Moi, je trouve ça hyper enrichissant. Cette notion de partage qui est intéressante. De partage. Moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi fait cette reconversion, c'était ça, c'était pouvoir partager avec des gens cette passion. Je pense qu'on peut, peut pas rajouter à nouveau un autre métier supplémentaire à ceux qu'on pratique déjà aujourd'hui, de techniciens, de créateurs, de gestionnaires, de communicants, parce qu'on le fait. Et si en plus il faut devenir webmaster, informaticien, community manager, on va vraiment se perdre et s'essouffler. J'ai peur de ça. Oui, et je pense qu'effectivement, le digital est un plus, mais ça fait partie d'un ensemble et ce n'est pas le cœur du métier, ni de l'activité, et que rien ne remplacera la relation. Il nous reste 30 secondes. Prochain temps fort pour le secteur, ce sont les Journées européennes des métiers d'art. C'est le 10 et 11 avril. Comment on se prépare? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes qui planent. On fait tout ce qu'il faut, et puis on espère. Oui. Isabelle Clément, un dernier mot?
Pareil, ça c'est la chambre de métier qui est coordinateur sur la région Bretagne. Donc, pas hésiter à se rapprocher d'eux et à voir avec eux si les gens, des fois, peuvent se rapprocher d'une exposition, d'un événement qui se fait. On y croit en tout cas lors de la vallée ? Ah oui, on y croit. Ouais. On y croit. En plus, Merci beaucoup. C'est trop bien. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir partagé votre expérience. Allez, je vous propose de prendre la direction de Quimper où nous retrouvons Evan qui nous parle du chanvre ce matin. On vous a écouté attentivement, maintenant vous allez pouvoir aussi faire de même parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Pierre-Yves, avec ton association Bretagne Chanvre Développement, vous travaillez sur plein de projets liés au chanvre. Comment est-ce que vous avez réussi à concrétiser autant d'applications ? On va y voir après. Comment est-ce que vous avez réussi à vous lancer ? Bon, vous avez vu que c'est très multiple, 2500 coproduits qu'on peut sortir de la plante. Et grâce au concours Mon projet pour la planète, organisé par le ministère de la Transition écologique, on nous a demandé de nous focaliser sur l'alimentaire et également sur la formation des chanvriers en devenir. Donc, toute notre recherche et développement nous a permis de sortir une gamme de produits alimentaires qui sont normalisés, qui peuvent être mis sur le marché. Et dès demain. Dès demain et dès hier, puisqu'on a déjà fait 10 000 repas à base de pâte au chanvre. Ah ouais. Dans les écoles de Quimper. Ah, donc les municipalités y croient déjà et vous permettent de nourrir en local. Ils y croyaient, ils nous ont fait confiance, on leur a prouvé qu'en local, on pouvait sortir de cette petite graine de chanvre des farines protéiniques pour les sportifs de grand niveau. Ah, ça m'intéresse. Qu'on a mis dans les pâtes et qu'on a mis également dans les cookies. Donc des produits à longue conservation. Et au niveau des qualités nutritionnelles ? Alors, on a des oméga 3, des oméga 6 en rapport 3/1, le rapport parfait de la peau. Donc, on nourrit les cellules, on a des protéines et on n'a pas de gluten. Ah ouais. Donc, ça répond complètement aux attentes sociétales au niveau nouvelle alimentation. Jusqu'à ce produit incroyable qui sont les graines décortiquées. On a enlevé la coque, c'est délicieux, c'est fondant. On appelle ça de la superfood. Donc, l'avenir alimentaire, en effet, passe par le chanvre. Tu parles de protéines. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait remplacer le soja, qui est aussi controversé, déforestation, OGM, etc. Ça pourrait venir... On n'avait pas le choix. Il fallait importer du soja parce que le modèle agricole breton était comme ça. Mais il est en train de changer. Et aujourd'hui, on peut produire jusqu'à 3 tonnes de protéines par hectare, soit plus que le soja, sur le territoire. Il y a des libres-échanges qui vont continuer. Mais en tout cas, on a une autonomie protéinique du territoire qui va pouvoir se mettre en place grâce au chanvre. Super intéressant en tout cas. Alors, comme je le disais, ma grand-mère nous regarde. Ma grand-mère est fan de tisane. Est-ce que je peux lui ramener de la tisane au chanvre ? Oui, on peut faire de la tisane avec le chanvre. C'est-à-dire que le haut des sommités fleuries du chanvre sont broyés, tamisés, ne contiennent bien sûr absolument pas de drogue. Oui, d'accord. Et sont mises sous forme de tisane. Avec quel bienfait ? Ce sont des bienfaits apaisants, de détente. Ce n'est en rien un médicament. Mais ça peut soulager peut-être une articulation un peu douloureuse ou... Suivant les quantités, suivant les dosages. Pour ça, il y a des prescriptions aujourd'hui qui sont en cours avec l'expérimentation thérapeutique. Mais surtout, c'est le parfum, le goût, du plaisir et des choses très simples, biologiques, locales. Donc oui, à la tisane de chanvre pour le 4 heures. Bon, bah, parfait. Ou pour toute la journée. Le chat, là, il a pris des croquettes au chanvre ou quoi ? Parce qu'il est quand même, il a l'air d'être bien. Alors non, on n'a pas fait venir les compléments alimentaires pour chat à base de CBD et de chanvre qu'on trouve maintenant dans beaucoup de boutiques. Celui-là, je le soupçonne peut-être de prendre quelques gouttes d'huile de temps en temps, mais c'est un chat... Et puis surtout d'être en train de faire sa sieste, tout simplement. Ouais, tout simplement. Bon, on va continuer à en parler, puisque figurez-vous que les briques Lego se mettent aussi au chanvre, et on en reparle dans quelques minutes. À tout à l'heure. La plasturgie du chanvre. Décidément, le chanvre a plein de surprises. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant à notre volet emploi. C'est un secteur qui recrute en ce moment. Découvrons ensemble le métier d'électromécanicien. En fait, là, je lève le véhicule pour regarder tout ce qui est en dessous, sur le châssis. Regarder les pièces, les tasses, s'il y a de la casse ou de la rouille, etc. Sébastien Ausséré, 29 ans, électromécanicien, depuis 8 ans.
métier consiste en fait à faire beaucoup de recherche de pannes sur des pannes qui sont déjà là, donc c'est plus du curatif que du préventif. Donc ça peut être des feux, des ampoules qui ne fonctionnent pas, quelque chose de beaucoup plus problématique. Ça peut être un boîtier cramé, il faut le chercher, ou un fil coupé tout simplement. Donc on est amené finalement à toucher un peu à tout, au pneumatique, au freinage, mécanique, électrique. C'est un écran qui permet de savoir en temps réel sur le bus de notre flotte les voyants qui s'allument sur chaque véhicule. Comme je connaissais vraiment absolument rien du tout au véhicule, que ce soit voiture ou bus ou quoi que ce soit, la découverte c'était brutal. Il a fallu apprendre effectivement avec le chef qui était en place ou avec les collègues qui sont là depuis avant. Au fur et à mesure des connaissances que j'ai acquis, etc., j'ai appris à vraiment me développer mes connaissances et à aimer ce métier. Vérifier que toutes mes portes fonctionnent bien, puis tester les sécurités de porte aussi. C'est la recherche de panne durative en fait, qui m'intéresse vraiment plus. Mettre le nez dans un schéma électrique et regarder tel fil, est-ce qu'il faut suivre la ligne, etc. De me creuser la tête pour trouver la panne. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier. C'est un outil qui permet de regarder tous les défauts éventuels qu'il y a eu sur le véhicule. Et là, bah voilà, tout va bien. C'est merveilleux. Chaque nouvelle génération de bus qui sort amène son lot de nouveautés. Donc je suis toujours obligé de moi aussi me remettre à jour, etc. Finalement, mon boulot change aussi assez régulièrement. Je pense que c'est un métier qu'il faut découvrir. Et puis une fois qu'on a appris à l'aimer aussi, parce que c'est un peu particulier, je pense qu'on aime y rester aussi dans ce métier-là. En fait, on reçoit tous les ordres de travail sur la tablette, avec la liste des contrôles qu'on a à faire selon le type de contrôle. Donc là, du coup, je coche ce que j'ai regardé. Je suis fier justement de me dire que des centaines, milliers de voyageurs chaque jour prennent les bus qu'on répare tous ensemble. C'est gratifiant. C'était le portrait de Sébastien, électromécanicien. Pour en savoir plus sur son métier, Chantal Ganec de Pôle emploi Quimper nous a rejoint. Bonjour Chantal. Bonjour. Quelles sont les entreprises qui font appel aux électromécaniciens, Chantal? Elles sont de tout type. Il y a plutôt les entreprises liées à la construction, les entreprises également, comme on a vu là, qui sont dans la maintenance de bus, et puis aussi bien aussi l'aéronautique. Et quelles sont les formations qui existent et qui permettent d'accéder au métier? Alors ça va du CAP au bac pro, on pense tout de suite au bac pro maintenance, équipement industriel ou électromécanique. Mais on a aussi, par la voie de la reconversion, les titres pro d'électromécanicien. Alors ce métier nécessite bien entendu de la polyvalence, mais quelle autre qualité aussi? Alors il faut être un peu touche à tout, hein, comme nous l'a dit Sébastien. On est vraiment aussi, il faut être organisé, il faut aimer aussi bien la chaudronnerie, et avoir des capacités d'analyse et de déduction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la première panne et puis dire j'y arrive pas, quoi. Et il y a aussi tout un esprit d'équipe, parce qu'il faut travailler avec les chefs d'atelier et les équipes aussi quand on est dans une industrie. Et combien d'offres sont à pourvoir en Bretagne? Alors en Bretagne, il y en a 107 aujourd'hui, et puis sur le secteur de Quimper, à 20 km autour, il y en avait 20. Voilà. Et les salaires en moyenne... Pardon. Et les salaires dans la profession? 2 000 € net. Donc c'est un métier qui est plutôt gratifiant et on peut évoluer vers chef d'atelier. Donc il ne faut pas hésiter à aller le découvrir, quoi. Voilà. On n'y manquera pas. Merci beaucoup Chantal pour toutes ces infos. C'est l'heure maintenant de notre moment solidaire dans notre boîte à idées. On vous propose de devenir veilleur de vie, une jolie mission aux vertus médicales. Regardez. T'as fait un don de moelle osseuse? Ça doit faire mal. Pas du tout, c'est juste un prélèvement sanguin. Et oui, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, 75% des dons de moelle osseuse se font par prélèvement dans le sang. 2000 enfants et adultes malades ont besoin chaque année d'une greffe de moelle osseuse pour espérer guérir. Il y a besoin de très nombreux donneurs pour trouver ceux qui seront compatibles. Alors inscrivez-vous sur le registre de l'Agence de la biomédecine, vous deviendrez veilleur de vie. Pour cela, il faut avoir entre 18 et 35 ans, être en parfaite santé, passer un examen médical et faire une prise de sang ou un test salivaire. Jonathan est un veilleur de vie très actif. Moi, en 2014, j'ai eu la chance d'être appelé pour donner ma moelle. J'ai pu ainsi sauver une vie. Cet acte anonyme, consenti
et bienveillant m'a permis de me remettre en cause et d'aller un peu plus loin dans mon engagement personnel. C'est pour ça que l'on a fondé avec des proches et des amis l'association Réveille ta moelle. Réveille ta moelle, c'est une association qui recrute des jeunes. Être bénévole pour moi, c'est tout ça. C'est voilà, s'inscrire sur un registre, continuer l'acte en faisant le don et puis informer mes proches. Vous aussi, vous pouvez sauver des vies. Devenez veilleur de vie. Pour trouver un centre près de chez vous, rendez-vous sur dondemoelleosseuse.fr. Et parce que la maladie est un combat, quel que soit le cancer, on vous présente ce matin l'association Patients en réseau. Bonjour Laure Guéroux-Acolas. Alors vous êtes la fondatrice de cette association. Nous sommes en mars bleu, un mois de prévention et de dépistage contre le cancer colorectal. C'est le 3e cancer le plus fréquent en France. Il touche 45 000 personnes et pourtant on a l'impression qu'on en parle peu. On en parle peu parce qu'en fait, le cancer colorectal, ça touche finalement toute une partie, toute une zone de notre anatomie qu'on n'a absolument pas envie d'aborder. Et c'est très compliqué, j'allais dire, d'en parler à son médecin, à ses proches. Et c'est une des grandes difficultés de cette maladie qui est fréquente, c'est qu'en fait, on n'ose pas vraiment en parler. C'est encore tabou. C'est encore tabou. Et donc, en fait, notre association propose un tout nouveau réseau social qui s'adresse donc aux malades et à leurs proches, mon réseau cancer colorectal. Mais on est très engagé avec Colette, la directrice de ce réseau, qui elle-même a été touchée à plusieurs reprises par ce cancer colorectal, pour justement qu'on sensibilise fermement au dépistage. Pourquoi ? Parce que le dépistage, il faut déjà se dire que c'est une chance exceptionnelle de trouver éventuellement quelque chose. Parce que dans 90% des cas, on peut le guérir. Voilà, c'est ça, c'est trouver très tôt. En fait, un cancer va se guérir dans 90% des cas. Et surtout avec des gestes et des traitements qui sont, somme toute, relativement légers. Et malheureusement, si on attend que les symptômes soient là importants, généralement, la maladie est plus avancée avec des traitements qui sont beaucoup plus lourds, notamment de très lourdes chirurgies, et puis sans compter les autres traitements type chimiothérapie, etc., qui sont très difficiles à vivre. Donc, c'est un enjeu, c'est une chance que notre pays nous propose un dépistage. Et en France, il faut voir que dans cette tranche d'âge 50-74 ans, donc on est quand même largement adulte, il y a seulement 32% des adultes français qui accèdent à ce dépistage. Et on s'est interrogé aussi avec une enquête dont on va dévoiler très prochainement les résultats. On a eu plus de 1600 répondants sur finalement pourquoi on ne fait pas mieux. Il faut voir qu'en Europe, il y a d'autres pays où c'est plus de 80% des citoyens qui sont dépistés. Donc, il y a certainement une marge pour faire mieux. Et donc, la première, c'est déjà d'en parler, de se dire que c'est pas grand-chose de faire ce petit test, de le rendre plus accessible. Aujourd'hui, pour pouvoir... Donc, vous recevez un courrier, en fait, qui vous invite au dépistage. Aujourd'hui, en France, on passe par le médecin traitant. Donc, c'est évidemment important de le faire. On espère qu'il y aura d'autres façons de pouvoir accéder au kit. Le kit, c'est pas très compliqué. Il faut, récolter un petit peu de ces selles sur un petit goupillon qu'on met dans un petit tube et après on l'envoie par la poste. Donc c'est somme toute très simple. Et si j'en reviens à votre réseau social, comment on s'entraide justement quand on est atteint du cancer colorectal sur votre plateforme ? Ce qui est très essentiel, c'est que donc, ça permet finalement aux personnes de se retrouver et de pouvoir échanger, partager leur expérience sans tabou. Donc tout le monde est concerné par un cancer du côlon ou un cancer du rectum. C'est vraiment différentes maladies en fait, avec des chirurgies, des stomies, des traitements qui sont lourds, et de pouvoir échanger les trucs et les astuces, se soutenir, faire des choses ensemble. Dire aussi ce qu'on ne peut pas dire à nos proches, c'est ce que vous me disiez aussi. Voilà, en fait, on parle... Moi, je suis très touchée des premiers pas de ce réseau social, parce qu'on voit combien les gens sont seuls avec leurs difficultés, et que là, ça lève, en fait, et on peut tout dire. Et ça va de comment mieux gérer l'alimentation pour que ça se passe mieux avant ou après une chirurgie, comment vivre avec sa stomie. On parle aussi de reprise du travail, c'est compliqué en fait quand on a des troubles digestifs, de sexualité, c'est très impactant en fait dans toute cette sphère-là. Donc tout ça, ça permet en fait d'en parler et puis parfois d'oser aussi du coup poser des questions vers des soignants plus spécialisés dans l'accompagnement des personnes. Merci beaucoup Laure Guéroux-Acolas d'être venue nous présenter votre association. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Quimper où nous attend Evan. Vos enfants ou petits-enfants vont bientôt jouer avec des Lego en chanvre. Pierre-Yves, explique-nous. La plasturgie du chanvre
permet de remplacer le plastique issu du pétrole. La première fleur de thé d'Henry Ford était faite en plastique de chanvre. Ça, c'est du plastique issu du pétrole. C'est génial, c'est formidable. On va le faire en chanvre en 2025. Lego passe toute sa production en chanvre en 2025. Il va falloir produire. Et pour produire, il faut des surfaces. Et pour arriver à avoir des surfaces, il faut que les agriculteurs gagnent leur vie. Pour qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'ils aient le droit d'utiliser l'ensemble de la plante. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a des blocages sur la valorisation de la fleur pour le bien-être et pour le thérapeutique. Ça va sauter d'ici quelques jours. Ça fait des années qu'on attend ça. Ça fait des années que la France attend ça. Donc, appel aux chanvriers de rester au courant sur les possibilités d'avenir qui vont permettre de libérer toutes ces énergies. C'est formidable. On peut faire du fil d'impression 3D. On peut faire des coques de bateau également en chanvre. On peut faire des plateaux. On peut faire du moulage à froid de plastique de chanvre. Ça s'est fait partout sur Terre aujourd'hui, jusqu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et aujourd'hui, on va pouvoir le faire en France si jamais on nous laisse enfin travailler comme on le demande. Donc on croise les doigts pour que justement cette interdiction d'utiliser la fleur soit levée. Oui. On peut aussi faire des cosmétiques avec le chanvre. Exactement. Et ça a plein de bienfaits. On va sortir l'huile de chanvre, l'huile de bonne qualité, on va faire une huile végétale. On va en faire également des huiles de macération huileuse, qui est une huile de bien-être. On va faire des savons, on va faire des shampoings, on va faire des huiles essentielles, on va faire des crèmes. Pour l'arthrose ? Pour l'arthrose notamment. Il y a des médicaments qui vont être mis sur le marché bientôt. Et on attend justement cette nouvelle réglementation en cours. Bon alors Pierre-Yves, moi j'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé ça. Hop, hop, hop. Alors ça, c'est la preuve que toi et ton association, vous êtes devenus la référence du chanvre en France et en Europe. Le thérapeutique, c'est ici. Le savoir-faire textile, c'est le CBD en Europe, c'est ça. Le rapport d'étape des parlementaires exceptionnel sorti il y a 3 semaines. Chanvre de Bretagne a participé au rapport parlementaire. J'ai été auditionné 2 fois à l'Assemblée nationale en tant que sachant. Ils ont besoin d'avoir une autre parole que la parole des lobbies. Notre parole est une parole globale pour la société et pour les gens et pour les consommateurs, si tant et si bien qu'on puisse les informer. Voilà le travail qu'on a synthétisé dans une formation. On n'a pas un train à prendre. Hein, en tout cas, oui, il y a plein d'informations à lire. On a synthétisé tout ça dans la formation Chanvre Légale Pro. 42 vidéos en ligne, une demande du ministère avec le projet pour la planète. On a mis cette formation en ligne. On forme une 40aine de chanvriers aujourd'hui en France. Et alors justement, Ton, salut Ton. Bonjour. Tu fais partie de cette formation. Oui. Et tu viens aussi de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Oui. Dis-nous un peu comment ça se passe, le chanvre par chez toi. Est-ce que c'est déjà cultivé ? C'est beaucoup plus avancé qu'ici. Ça fait un moment que c'est explosé au niveau de l'alimentaire, au niveau de cosmétiques, de bien-être, de tout ça. Je connais Pierre-Yves depuis longtemps et c'est pour ça que j'ai envie de former de possibilités du chanvre, surtout pour l'alimentation. J'ai envie que mon enfant, tous ses potes, et tous les enfants mangent mieux, quoi. Donc franchement, je suis là pour... Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que le chanvre soit cultivé partout ? Qu'on fasse une équipe aussi solide que depuis 20 ans. Et qu'on puisse permettre aux gens de venir piocher sur notre savoir pour le développer à l'échelle de tous les territoires. Parce qu'on est bien ici en Finistère Sud, on a le surf, on a les copains, on a une bonne ambiance, mais on voudrait que tout le monde profite justement de cet engouement et de cette évolution pour le chanvre. Bretagne, chanvre, développement, si vous voulez avoir plus d'infos. Et puis, vu que c'est bientôt l'heure de manger, je vous propose qu'on goûte les pâtes au chanvre. Elle se mange comme ça. Ah, cru. Ah oui, d'accord. Cru. C'est le futur. Moi, je les préfère cuites. Allez, bonne journée à tous, bon appétit. Merci beaucoup, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans quelques instants votre journal régional. À demain, même heure, même endroit. Excellente journée sur France 3.